Avec grand plaisir que je vous accueille ce soir pour cette nouvelle édition de l'instant. Bon, ça va être un instant qui va quand même durer 1 heure, hein, c'est bien. Attention à la bretelle qui arrive en retard, là. Donc, nous avons l'honneur et l'avantage ce soir d'accueillir le responsable de l'activité Éveil Commission nationale en la personne d'Emmanuel Barou qui a mis son casque, vous avez remarqué. Voilà. Ouais, c'est pour faire sérieux. C'est pour faire sérieux, ouais. Moi, je n'ai pas besoin de casque pour faire sérieuse, hein, c'est naturel. Oui, mais toi, t'es jolie d'origine déjà. Accompagné d'Alexandra Kelling, responsable de la formation dans la Commission nationale susnommée. Et puis, nous retrouvons aussi Annie Sylvestre Baron, que je ne présente plus, hein, puisque vous la connaissez, particulièrement aussi spécialisée dans les labels et qui interviendra dans la 3e partie, parce qu'il y aura 3 parties de cette soirée. Donc, sans plus attendre, parce qu'il y a de la matière et que vous avez hâte de découvrir la suite du feuilleton. Alors, attendez, il y a encore du monde qui arrive là. Excusez-moi, mais il faut que j'ouvre la porte. Et nous voilà 50 participants. Eh bien, écoutez, en spécial, éveil de l'enfant, Emmanuel, c'est à toi. Eh bien, bonsoir à tous d'abord et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'éveil. Alors, pourquoi un webinaire sur l'éveil? Parce que au fur et à mesure des rencontres que l'on a, notamment dans les formations, on s'aperçoit que c'est une activité qui est encore mal connue, méconnue, voire mal interprétée. Alors, je vais partager l'écran. Vous voyez? Oui. Oui, oui. Vous voyez la première diapo? Oui. Oui, c'est bon. Okay. Donc, l'éveil de l'enfant, c'est avant tout une activité à part entière, avec ses règles, son organisation, comme tout autre sport ou activité culturelle. Alors, pourquoi l'éveil a été créé? Principalement pour répondre aux besoins de base de l'enfant. Alors, en préambule, vous connaissez tous la pyramide de Maslow, qui hiérarchise les besoins fondamentaux de l'individu. Et tant qu'un besoin n'est pas satisfait, eh bien, les autres ne peuvent pas l'être. C'est valable pour n'importe quel individu, y compris pour les enfants. Alors, en ce qui concerne l'activité, si ça ne vous ennuie pas, si vous pouvez fermer les micros, parce que je ne sais jamais si c'est une question ou un bruit. Voilà, merci. Alors, en ce qui concerne l'activité, pour l'enfant, ce sera principalement de bouger. Et très vite, il lui faudra un cadre sécure, dans lequel il ait confiance. Et à partir de là, il pourra développer sa relation à l'autre, prendre confiance et enfin devenir autonome. Il faut savoir que c'est avant 6 ans que l'enfant construit l'essentiel de son schéma moteur et façonne ses choix, ses goûts, ses envies. Et c'est pour ça qu'à la Fédé, nous devons leur proposer une grande variété de pratiques adaptées en réponse à tous ces besoins. En prime, l'éveil est une réponse à la nécessaire non-spécialisation précoce. Un point important que la Fédé tient à développer. Alors, ce soir, ce que je vous propose, c'est d'examiner l'affaire sous 2 points. L'activité, c'est bien fait. Et ensuite, pourquoi développer l'éveil dans votre association. Alors, les bienfaits de l'activité pour commencer. Alors, il faut savoir que on ne parle pas plus de concept, on parle d'une démarche éducative. On verra dans le détail ce que l'on entend par là, qui propose des activités variées, en toute sécurité et avec une adaptation de séance en fonction de notre public.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par démarche éducative? Comme nous l'avons vu, nous allons répondre aux besoins de l'enfant, notamment un éveil global dans tous les domaines, corporel, culturel bien entendu, artistique, social et affectif. Il a besoin d'activités, mais on l'a tous vu avec nos enfants, nos petits-enfants, ils ont besoin de bouger, mais ils se lassent très vite. Donc, il faut varier. Ils ont besoin d'être reconnus. Donc, on va s'attacher à soigner la relation enfant-adulte d'abord, enfant-enfant, et ceci, quelle que soit son aptitude, qu'il soit valide ou moins valide, qu'il soit doué ou moins doué, en avance ou en retard, peu importe. Et il a besoin de sécurité pour progresser en toute tranquillité. Alors, l'enfant, alors un autre besoin, c'est que l'enfant a besoin de jouer. Et tout n'est que jeu pour lui. Et comme on sait que l'enthousiasme est le moteur de tout apprentissage, on va s'appliquer à le faire jouer à tout moment et dans toutes circonstances. Il a besoin d'un bien-être moral et physique, donc moral par la bienveillance, par l'écoute, par tout ce qu'on pourra apporter comme tranquillité, comme sécurité, mais aussi physique. Alors physique, c'est pas seulement parer les chutes, mais c'est aussi faire en sorte de ne pas aller au-delà des possibilités de l'enfant. D'autre part, l'éveil de l'enfant est une réponse aux problèmes que l'on rencontre de plus en plus avec la sédentarité et déjà l'obésité chez les petits. Donc là aussi, c'est une réponse que l'éveil apporte, intéressante. On va évidemment développer ses capacités et ses facultés d'adaptation en variant les situations qu'on va lui proposer. Il va toujours essayer d'apporter la meilleure réponse, puisque c'est toujours lui qui apporte la réponse et non pas l'animateur qui fait à sa place. Ce que beaucoup de parents n'ont pas toujours compris d'ailleurs. Bien qu'ils disent qu'ils ont compris, comme on nous l'a encore dit ce matin. Alors, la variété des activités. Alors, comment varier des activités? Alors, je ne vais pas vous faire un AF1, évidemment, mais ce que l'on appelle les verbes d'action vont apporter la réponse à notre problématique. Tout ce que vous pourrez trouver comme verbe d'action vous permettra d'apporter une réponse à ce besoin de variété. Alors, vous en voyez quelques-uns, là, enjamber, raconter, s'affronter, réceptionner, s'exprimer, écouter, imaginer. Il y a du physique, il y a de l'expression corporelle, il y a du mime, il y a du chant, il y a du rythme. Tout est sujet à, tout est une solution pour varier nos activités. Alors, on parle toujours de multi-activité à la FED. Il y a évidemment plusieurs portes d'entrée, plusieurs aspects à la multi-activité. Mais à l'éveil, pourquoi on parle de multi-activité? Alors ça, c'est un tableau que l'on nous a donné, qu'un des conférenciers nous a donné lors d'une intervention au séminaire des formateurs il y a 2 ou 3 ans. En fait, qui montre qu'aucun sport ne développe toutes les capacités motrices. Je vais peut-être enlever ça. Hein. Si vous regardez le tableau, par exemple, les sports acrobatiques vont apporter de l'agilité, de l'équilibre, de la coordination, mais on ne va pas forcément apprendre à courir. On va sauter, c'est sûr, nager, bien sûr que non. On ne va jamais travailler le lancer ou le frapper. Et c'est pareil un peu pour tous les sports, sauf éventuellement pour l'éveil de l'enfant qui, à part nager,
puisque, encore qu'il y a des bébés nageurs, mais enfin, dans nos sections, c'est quelque chose de bien différent. L'éveil de l'enfant va apporter le maximum de réponses à ce besoin de développement global. Un autre tableau qu'il nous avait fait, qu'il nous avait démontré, et ça c'est sous contrôle, je ne sais pas si Bertrand est là, mais sous contrôle de notre médecin fédéral. Alors la multi-activité apporte l'intégrité physique, puisqu'on est toujours dans le respect des capacités de l'enfant. Une spécialisation précoce a tendance à apporter plus de blessures, plus de fatigue. Il a été constaté, alors je dis il a été, parce que je ne sais pas, c'est fait dans des hautes sphères d'études, qu'un enfant qui a commencé une spécialité très tôt a de fortes chances de blessures. Et d'ailleurs, on a une stagiaire qui nous l'a confirmé assez récemment d'ailleurs. Elle l'a constaté chez elle, dans son club. La multi-activité va développer la confiance et l'estime de soi, forcément, quand on a confiance en soi. Alors qu'une activité unique et très tôt va plutôt développer l'anxiété et le stress. L'anxiété de ne pas savoir faire, de ne pas y arriver, etc. La multi-activité va apporter un épanouissement psychologique parce qu'un enfant n'est pas capable de choisir son sport. Vraiment, il va choisir celui qu'on lui conseille, celui du grand frère, celui de la grande sœur, celui du papa ou de la maman. Ça ne va pas forcément lui plaire. S'il reste toujours dans une seule activité, il risque de s'épuiser parce qu'il ne trouvera pas forcément son compte. La multi-activité va lui permettre une meilleure insertion puisqu'il va forcément trouver son équilibre quelque part, pas forcément dans toutes les activités, mais il y a de fortes chances qu'il trouve un équilibre quelque part. Alors que quand on fait une spécialité précoce, surtout à forte intensité. Oh, qui est-ce qui parle là, comme ça en même temps que nous? On risque de frôler l'exclusion sociale parce qu'on est toujours dans sa même activité sans voir ailleurs. La sécurité. Alors, on va faire en sorte que l'enfant connaisse son environnement et qu'il ait confiance dedans. On va faire en sorte qu'il connaisse son corps et surtout ses limites. On constate que plus on demande à un enfant, petit à petit, plus il saura en faire, mais que quand il comprend qu'il ne peut pas faire, il ne cherche pas à aller plus loin. Et ça, c'est hyper important pour qu'il se sente sécure. L'expression, la maîtrise de ses émotions. Il faut qu'il puisse dire quand il est content, dire quand il a peur, mais aussi surmonter ses émotions, cette peur notamment. Et enfin, il faut qu'il trouve sa place dans un groupe, une des échelles de la pyramide de Maslow. Les séances. Alors, les séances, on va évidemment les adapter. Alors, les adapter par tranche d'âge. Il est évident qu'on ne demandera pas à un enfant de 3 ans la même chose que ce qu'on va demander à 5 ou 6 ans. Des séances construites et organisées, au même titre que tout autre entraînement, toute autre activité. C'est ce qu'on apprend en AF1, en AF2, mais Alexandra vous en parlera tout à l'heure. On va travailler avec une programmation annuelle, alors des activités, mais aussi dans la progression, c'est-à-dire que sur une saison, on ne fait pas des activités comme ça au petit bonheur la chance. On va programmer, on va progresser dans la difficulté, dans le risque, varier évidemment. Et bien entendu, ça
ça ne s'improvise pas. Pour des séances adaptées, il nous faut un encadrement formé. Et là, on verra tout ça dans le détail tout à l'heure. Si on voulait résumer, et pour fixer les idées, on dira qu'à l'éveil de l'enfant, on va surtout travailler sur l'enfant en tant qu'individu et non pas sur des gestes techniques. On ne leur apprendra jamais à lancer véritablement, ni à courir véritablement, ni à faire de roulade. Par contre, on va leur apprendre à surmonter leur peur, leur appréhension et commencer à connaître leur schéma corporel, leur corps dans l'espace. Alors, un petit chapitre un peu moins glamour. Pourquoi l'éveil dans votre association? Pourquoi créer une section éveil? Alors, évidemment, c'est un outil de développement, certain et réel. On va répondre à des enjeux de santé, on va y revenir dans le détail. Et évidemment, c'est un moyen de vous démarquer. Alors, l'outil de développement, eh bien, parce que c'est évidemment une source de nouveaux licenciés, puisque si vous développez l'éveil de l'enfant dans son intégralité, vous pouvez ouvrir des séances, alors des séances adaptées, des séances spécifiques dès 6 mois. Vous savez qu'à l'éveil de l'enfant, on a l'habitude de scinder les 6 mois, 2 ans. Les 6 mois, 2 ans, c'est tout dans c'est pour la construction de la verticalité, construction de la marche, acquisition de la marche, dans de bonnes conditions. Là, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais c'est un développement hyper important. Et l'éveil lui-même, l'éveil corporel, c'est à partir de 2 ans jusqu'à 6 ans. Donc là, vous les prenez de bonne heure. Et si vous les trouvez de bonne heure, les prenez de bonne heure et que vous offrez des séances intéressantes, qu'ils se sentent à l'aise et bien dans votre association, que vous ayez d'autres activités derrière, quelles qu'elles soient, il y a peu de raisons qu'ils aillent chercher ailleurs. Sauf évidemment, s'ils veulent faire absolument de l'ULM et que vous n'ayez pas d'ULM à proposer, voilà, quelques difficultés. Alors, c'est une partie qui a son intérêt. Alors, moyen d'autofinancement. On me dit toujours, l'éveil, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher. Il y a un investissement minimum au départ à faire que vous allez compléter au fur et à mesure de chaque année. Mais si vous offrez des séances de qualité, vous verrez que vous pouvez mettre des prix d'adhésion qui sont tout à fait intéressantes et qui vous permettent d'offrir beaucoup de choses aux enfants sans faire appel à d'autres artifices comme des buvettes, des lotos ou autres galas. Une section éveil, ça s'autofinance tout seul. Vous avez de fortes chances, toujours pareil, si vous les bichonnez, si vous les soignez, il y a beaucoup de chances de trouver des parents qui seront prêts ou qui auront envie de venir vous aider ou à l'association ou simplement même dans vos séances. On a beaucoup de parents qui sont devenus animateurs, notamment ceux qui travaillent dans le milieu de la petite enfance. Ils découvrent un autre aspect de la petite enfance et un aspect de la formation qu'ils ne trouvent pas dans leur profession. Et c'est l'occasion de créer une nouvelle dynamique dans votre club, bien entendu. Des enjeux de santé. Alors, un petit rappel, parce qu'avec notre activité à tout forme à la Fédération, on parle toujours de gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de se soigner, de se remettre en forme, etc. Je rappelle que la définition de l'OMS, c'est la santé est un état de bien-être complet physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, c'est qui est le cas chez beaucoup d'enfants. Quoique, comme je vous disais tout à l'heure, on trouve certains pédiatres nous envoient des enfants qui commencent à être obèses. Il ne faut pas se le cacher. Et des enfants qui ont des porteurs de handicap légers à un petit peu plus lourds. Donc, il y a une forte demande là-dessus, c'est certain. Donc, en créant une section éveil, vous allez investir dans une démarche de santé, comme je vous le disais, et il y a une réelle demande de la part du milieu médical, à savoir que notre formation éveil des premiers pas, par exemple, est fortement demandée par les kinés et les ostéos qui en sont particulièrement friands, parce que dans leur formation, ils n'ont pas de formation à la motricité de l'enfant. Et on fait cette formation encadrée par une spécialiste, une kiné pédiatrique, qui a écrit et surtout vendu beaucoup de bouquins là-dessus. Et ils sont intéressés par notre savoir-faire en général, d'ailleurs. On va participer au bien-être des enfants, ça je ne vais pas y revenir, puis c'est assez compréhensible. On crée un lien social entre les acteurs, puisque vous allez avoir des relations entre les différents niveaux, les différentes activités de l'association, et vous allez participer activement à un bon développement moteur de l'enfant. Un moyen de vous démarquer. Alors, ça c'est de moins en moins sûr parce qu'on s'aperçoit, Julien nous a envoyé un document d'ailleurs, la FFEPGV s'y penche fortement dessus, la FFG développe sa Baby Gym, alors je ne sais pas dans quel sens, je n'ai pas encore regardé, et la SPTT également. Il y a une société privée qui développe une franchise dans le domaine. Donc, si vous voulez vous démarquer, il faut faire vite, hein, il ne faut pas traîner. Donc, vous allez proposer une activité qui reste malgré tout originale, parce que le reste, ce que je viens de vous dire, ça reste encore marginal. Vous allez évidemment participer au rayonnement de l'association, notamment avec le label, Annie vous en parlera. Vous allez développer de nouveaux partenariats. Évidemment, toute nouvelle activité offre de nouvelles possibilités. Et vous allez être un vecteur des valeurs FSCF. Alors, vous vous souvenez des 5 valeurs que défend la FEDE: respect, ouverture, autonomie, solidarité, responsabilité. Et si vous fouillez bien dans tout ce que je viens de vous dire, vous retrouverez toutes ces valeurs dans cette activité. À la commission, on a l'habitude, peut-être même la prétention, de dire que l'éveil de l'enfant n'aurait jamais pu exister ailleurs qu'à la FSCF. On espère que les autres vont se planter. Hein. Ça, c'est tout le mal que l'on se souhaite. Si on veut résumer, avec l'éveil, on va aider l'enfant à grandir. Pour ça, on va lui donner du temps. Ce n'est pas parce qu'on les accueille dès 6 mois qu'on veut les faire progresser plus vite que les autres. On lui laissera le temps. Il prendra le temps d'avancer à son rythme. On va lui offrir des émotions. Et ça aussi, c'est particulièrement intéressant chez l'enfant. On va varier ses expériences pour que l'enfant trouve sa place. Quant à votre association, pensons à la rajeunir. Donnons-leur un souffle nouveau. Offrons une activité hors norme pour le moment. Hors norme, c'est dans tous les sens du terme, hein, à ce jour. Et pour cela, vous allez varier, avec ça, vous allez varier vos activités pour que nos associations gardent leur place. Je vous remercie pour votre attention.
Voilà, je crois que Dominique vous confirmera que toutes les questions seront pour la fin, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on propose, hein, de bien regrouper tout ce que vous avez envie de demander. Et on traitera tout ça tous ensemble. Du coup, on va avancer dans notre soirée de présentation. Et là, la parole va être donnée à Alexandra qui va tout nous dire sur la formation. Et voilà, à partir du début. Voilà, vous m'entendez? C'est bon? Ok, donc je vais vous parler de la formation éveil de l'enfant. Donc le brevet d'animateur fédéral, éveil. Donc pour l'obtenir, il y a 5 étapes. Il faut valider ces 5 étapes-là. Donc le PSC1, c'est la prévention, secours et civique premier niveau. C'est une formation de base qui dure une journée. Il faut valider l'unité de formation fédérale, l'UFF. On va vous parler de la fédération, des associations, du projet. Ça dure deux journées. Le PSC1 et l'UFF, vous pouvez le passer à n'importe quel moment de votre formation, soit avant les AF1 et AF2, soit après ou soit entre. C'est à vous de choisir. Par contre, les 3 autres étapes, l'AF1, la pratique et l'AF2, ça doit s'enchaîner. Donc, on verra tout à l'heure les objectifs des AF1 et AF2, mais entre l'AF1 et l'AF2, on vous demande minimum 30 heures de pratique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre faut appliquer les contenus du stage AF1 dans votre association et faire au minimum 30 heures. Alors, soit vous faites 30 heures, soit vous en faites 50. Pour valider le BAF, il faudra faire 50 heures. Donc, vous avez le choix, soit 50 heures entre la F1 et la F2, soit 30 heures, et les autres 20 heures, vous les faites après la F2. Voilà. Donc, je vais vous parler d'animateur fédéral premier niveau. Donc, les prérequis pour entrer en formation, il faut avoir 14 ans. Il faut être licencié à la FSCF. C'est une formation qui va durer 5 jours. Elle est soit proposée en 2 week-ends, un week-end de 2 jours et un week-end de 3 jours, ou en 5 jours d'affilée. Donc là, la plupart du temps, c'est pendant les vacances scolaires. On va vous parler de l'éveil des 3-6 ans. L'objectif de ce stage, c'est d'être capable d'assister l'animateur responsable de la séance éveil de l'enfant. Donc, en principe, dans l'association, il y a une section éveil et vous, à votre retour de stage, vous êtes capable d'assister l'animateur qui est en place ou de prendre une partie de la séance. Les sous-objectifs, les compétences pour nos stagiaires, je vais déplacer ça, je n'arrive pas à lire. Donc, c'est être capable de participer à la conception d'une séquence. Donc, en formation, on verra comment se construit une séance éveil. On verra la fiche de séance, des verbes d'action, toutes les activités qu'on peut proposer à l'enfant. Et les stagiaires vont devoir concevoir la séance. Tous nos stages à F1 et à F2, on a des séances pratiques avec des enfants de 3-5 ans. Donc ça, c'est vraiment apprécié par les stagiaires de pouvoir vraiment faire des séances d'éveil avec des vrais enfants. Donc, elles vont être capables d'animer une partie de la séance et de faire une analyse, un retour de séance. Elles vont être capables de prendre en main un petit groupe en toute sécurité et elles vont être capables de définir la démarche éducative éveil de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'éveil. On aura vu le développement de l'enfant, les besoins de l'enfant et du coup, les stagiaires, ils vont comprendre l'importance de la multi-activité chez les moins de 6 ans. Voilà. L'animateur fédéral deuxième niveau, donc les prérequis, il faut avoir 16 ans. Il faut bien sûr avoir obtenu son AF1. Et là, on vous demande un minimum de 30 heures. Donc, soit vous avez votre attestation de 50 heures, vous venez avec votre attestation de 50 heures, soit vous venez avec une attestation de 30 heures. Alors oui, je n'ai pas parlé du rapport d'activité. On vous demande également un rapport d'activité à faire sur soit vos 50 heures ou soit vos 30 heures. Le contenu de ce rapport d'activité vous est donné en AF1. Et donc, à l'inscription de l'AF2, il faut venir avec ce rapport d'activité. Il faut être licencié, toujours à la fédération, et c'est une formation qui dure également 5 jours, comme la F1, proposée en 2 week-ends ou 5 jours d'affilée. Alors là, on va étendre un petit peu l'âge des enfants, on va vous parler des enfants de 2 ans en plus. L'objectif de ce stage, c'est d'être capable de diriger une séance éveil de l'enfant. Donc, cette fois-ci, vous êtes capable de prendre en main un groupe et de faire la séance d'1 heure dans votre association. Alors, pareil, donc il y a des séances pratiques. Vous serez capable de concevoir une séance dans sa globalité. Donc, la différence en AF2, c'est qu'on va vous parler des objectifs.
On va vous parler des compétences des enfants qu'ils vont avoir en travaillant telle activité, tel verbe d'action. Et donc, on va construire nos séances en fonction d'un objectif précis, hein. Donc, les stagiaires, ils vont aussi ils vont analyser leurs séances et ils vont pouvoir organiser leurs séances en toute sécurité. On va approfondir le développement de l'enfant en parlant de l'attachement, du besoin de relations chaleureuses, bienveillantes pour l'enfant pour qu'il rentre dans l'activité avec le plaisir. Et du coup, tous ces bienfaits permettent aux stagiaires de bien maîtriser la démarche éducative de ce qu'on attend de l'éveil, de ne pas faire de la spécialisation précoce, mais vraiment de la multi-activité pour que les enfants ils développent leurs compétences d'habilité motrice dans tous les domaines. Alors, après avoir obtenu le BAF, on vous propose 2 autres formations. Soit vous devenez expert de votre activité, ou soit vous vous spécialisez et vous faites la formation Éveil des premiers pas, qui est une formation pour les moins de 2 ans. Alors, l'animateur expert, comme son nom l'indique, vous serez expert de votre activité, vous avez obtenu votre BAF, mais on vous demande de faire cette formation dans un délai entre 1 et 5 ans après avoir obtenu votre BAF. Il faut avoir 18 ans, il faut être licencié à la FSCF. C'est une formation qui va durer 3 jours. On n'a plus de séances pratiques, mais on va avoir des séquences en vidéo. Et on va vous parler de l'éveil pour les 2-6 ans. L'objectif de ce stage, c'est être capable de gérer l'activité éveil au sein de l'association. Vous devenez le référent technique. Vous êtes l'expert. Cette fois-ci, vous êtes capable d'observer, d'analyser et d'évaluer une action menée. Vous êtes capable de comprendre pourquoi telle ou telle situation fonctionne ou ne fonctionne pas, ou pourquoi un enfant participe ou ne participe pas. Vous êtes capable de prendre du recul et d'observer ce qui se passe, de trouver des solutions pour faire évoluer la situation. Vous êtes capable de concevoir une programmation annuelle en fonction des objectifs qu'on aura vus en AF2. Donc, on verra la chronobiologie de l'enfant. Et donc là, vous allez être capable de savoir aussi quelle activité plutôt faire en début d'année, en fin d'année. Voilà, tout ce travail-là qu'on aura appris en AF2, vous allez pouvoir le mettre en application pour faire une programmation annuelle. Vous êtes également capable de créativité, j'ai sauté une ligne, de communiquer et de s'ouvrir à l'extérieur. Donc, vous êtes expert dans votre activité, vous connaissez bien les bienfaits de l'éveil et donc vous êtes capable de faire de la promotion sur votre activité et de parler du label. Agnès va nous en parler après. Nous, on voit aussi cette activité comme porte d'entrée aux autres activités. Pour nous, ce qui est intéressant, justement, c'est que les enfants, avant 6 ans, fassent de la multi-activité pour qu'ils aient vraiment toutes les habilités locomotrices, non locomotrices, pour qu'ils aient vraiment développé toutes les cases qu'Emmanuel nous a montrées avant, là, toutes les dernières cases, pour que finalement, à 6 ans, on peut les orienter vers des activités plus spécifiques de la fédération. Voilà, c'est vraiment pour nous une porte d'entrée aux autres activités. Le stagiaire, il est également capable de créativité, d'innovation, d'ouverture, c'est-à-dire qu'il va peut-être pouvoir s'intéresser à de nouvelles pratiques qu'il n'a jamais pensées, comme la natation, le poney, le cirque, enfin, voilà, d'autres choses. Et pourquoi pas aussi accueillir un public différent, porteur d'un handicap ou au niveau santé, des enfants qui sont obèses, enfin, voilà, capable d'ouverture. Voilà. L'éveil des premiers pas. Donc là, je me spécialise pour les moins de 2 ans. Donc, il faut avoir 20 ans, il faut avoir son BAF éveil ou alors un diplôme professionnel dans la petite enfance. Il faut être licencié à la FSCF. C'est une formation qui va durer 5 jours et donc on va vous parler d'éveil pour les 0-2 ans. L'objectif de ce stage, c'est être capable de créer et de gérer une section éveil des premiers pas. Donc, les compétences pour les stagiaires, donc c'est construire et animer une séance éveil premier pas. Donc là, comme les AF1 et les AF2, il y a 3 séances en principe qui sont organisées pendant cette formation et on essaye de varier les lieux. Donc, on fait souvent une séance en association, une en crèche ou dans un lieu d'accueil parents-enfants ou dans un relais d'assistance maternelle pour que les stagiaires puissent vraiment voir tout ce qu'on peut faire et elles vont construire et animer ces séances-là. Elles vont pouvoir aussi faire une programmation en fonction des objectifs. Donc, on aura vu les objectifs et les besoins de l'enfant de moins de 2 ans.
et donc elles pourront programmer une programmation annuelle. Elles vont être capables de comprendre et d'expliquer la construction de la motricité de la naissance à la marche. Alors là, on a la chance d'avoir une intervenante qui est kiné, Michel Forestier. Là, Emmanuel nous en a parlé un petit peu avant. Effectivement, c'est une grande chance parce qu'elle intervient très régulièrement dans nos formations pour expliquer aux stagiaires l'importance des différentes étapes dont le bébé doit passer, que ce soit le roulé, le rampé, le quatre pattes, voilà, pour que vraiment il se développe harmonieusement, qu'il intègre tous ses réflexes. Et puis, elle nous explique aussi comment bien l'accompagner au quotidien, comment nous, animateurs, on peut l'accompagner dans ces étapes-là. Le stagiaire va également comprendre et savoir expliquer l'intérêt d'une activité motrice pour l'enfant, l'intérêt que l'enfant il a en fait le besoin plutôt de bouger et de ne pas le mettre dans des trotteurs, dans des transats et tout ça, mais vraiment l'importance que l'enfant il a de bouger pour qu'il développe son cerveau et qu'il fasse plein de connexions. Et puis aussi, être capable de gérer la présence d'un adulte, hein, parce que ces séances-là se passent soit avec le parent, soit avec un papa, une nounou. Enfin, il y a toujours un adulte, hein, le bébé n'est jamais seul. Donc, l'animateur doit aussi gérer cette relation à trois. Donc, ça, on en parle aussi. Voilà. Et en fait, je vous parle encore d'une dernière formation qui est le développeur, hein, qui a vu son jour l'année dernière pendant le Covid. On s'ennuyait un petit peu à la commission, donc on s'est dit, allez, hop, on va faire une autre petite formation. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de développer l'activité, alors éveil, mais ça peut très bien aussi être une formation transversale pour développer d'autres activités de la fédération. Donc, pour faire cette formation, il suffit d'être motivé. Donc, soit un agent de développement, soit une personne qui est motivée, qui veut développer l'activité, ou un président, peu importe. On demande une lettre de motivation et un CV associatif. Il faut avoir 21 ans, il faut être licencié à l'AFSCF. C'est une formation qui va durer 3 jours. Et donc, on vous parlera des bienfaits de l'éveil pour les 2-6 ans. L'objectif, c'est d'être capable de participer à la promotion et au développement de son activité. Donc, c'est vraiment une formation de développement personnel aussi, hein. Donc, les compétences pour les stagiaires, ils vont gagner en estime de soi et oser s'adresser à un public. Il y aura des jeux de prise de parole, aussi d'émotion, de donner son ressenti, etc. pour oser, en fait, hein. Être capable de faire progresser son équipe et d'en assurer la formation. Donc, c'est un peu la gestion d'équipe, être à l'écoute de ses animateurs, avoir le relationnel. Donc, tout ça, on va en parler et aussi proposer des formations à son équipe, hein, soit de recyclage, soit d'AF1, AF2, voilà, tout ça. Être capable d'ouverture et de prise de responsabilité, c'est-à-dire comment dynamiser son territoire, par les journées départementales de l'éveil, par exemple, une fête de l'éveil, ou le label de nouveau. Et la prise de responsabilité, peut-être les sensibiliser si quelqu'un veut s'investir dans une commission ou dans un CD ou dans un comité régional. Et puis, donc, une compétence plus spécifique à son activité, donc être capable de concevoir une stratégie de développement, donc la méthodologie d'un projet, et de promouvoir l'activité. Donc, on verra les bienfaits de l'éveil pour faire la promotion de son activité. Mais, comme je vous disais avant, ça peut très bien être transversal et la dernière compétence, elle sera en fonction des autres activités. Et voilà, j'ai fini. Merci. J'essaye de faire rapide pour tenir dans les temps. Voilà. Merci Alexandra. On va pouvoir passer tranquillement, hein, parce qu'on est bien. Ah, on est bien. On n'est pas couché, mais on est bien. Eh bien voilà, on passe tout de suite. Annie, elle a l'habitude. Hein, tout de suite, hop, elle a switché. L'éveil de l'enfant, le label. Et c'est Annie maintenant qui va vous livrer tous les mystères de ce label. Voilà, bonsoir à tous. Bon, j'espère que je n'aurai pas de coupure parce que là, je suis sous l'orage. Alors, le label Enfance Éveil. Donc, le modèle qui a été retenu, donc la base, bien sûr qu'il faut être affilié, mais il faut également que l'association soit passée par la phase de la certification avant donc de demander le label. Alors, c'était une problématique jusqu'à présent parce que bien souvent, les associations voulaient se lancer dans le label, mais n'avaient pas encore leur certification. Et vu que la période de certification ne correspondait pas à celle du label, donc du coup,
coup, mais vu qu'on passe sur deux séries de dates pour la certification, ça devrait résoudre un peu le problème. Alors, le label, c'est quoi? C'est un gage de qualité et de sécurité. Pourquoi? Puisque ça met en œuvre du coup, le projet éducatif de l'éveil, qu'a évoqué Emmanuel tout à l'heure. C'est bien sûr parce que ça respecte le rythme de l'enfant et d'adaptation aux différentes tranches d'âge, parce qu'il y a de la formation et donc de l'encadrement compétent, parce qu'il y a de la programmation, qu'il y a des contenus axés sur la multi-activité, et aussi parce qu'il y a dans ce label une qualité dans les conditions de pratique qui sont offertes aux enfants. Les critères. Alors, la labellisation, elle a été construite en fait avec des critères communs à tous les labels, en sachant qu'il n'y en a qu'un autre qui existe, et des critères spécifiques à l'éveil. Pour être labellisé Enfance Éveil, l'association doit respecter 10 critères communs, donc qui n'ont pas été définis par l'éveil de l'enfant, et par 14 critères spécifiques, 9 obligatoires et 5 facultatifs, tout en sachant que ces 5 facultatifs, ils peuvent passer obligatoires dans le cadre d'un renouvellement de label pour amener l'association à progresser. Alors, à l'étude du dossier, si une section éveil révèle une réelle qualité d'animation qui respecte bien les critères définis ci-dessus, mais dont l'association ne respecte pas l'un des critères qui est la spécialisation précoce, c'est-à-dire que si on trouve dans l'association du baby, donc du coup, le label ne sera pas donné et a été mis en place une reconnaissance éveil pour compenser ça, en sachant que c'est un sujet de discussion qui va peut-être dans l'avenir être rediscuté. La durée de la validité de la labellisation, donc c'est pour 3 ans. Donc l'association s'engage à respecter la validité de tous les critères, c'est-à-dire que si l'encadrement n'est plus en place, qu'il n'y a plus personne de diplômé pendant ces 3 ans, du coup le label il saute, quoi. Donc il faut bien respecter pendant 3 ans les différents engagements. Donc le label peut être retiré au cas où il y a un souci de ce côté-là. Lors de cette période, l'association pourra donc profiter de tous les outils qui vont être mis à disposition pour communiquer sur sa labellisation. Donc, quand il y a le label, il y a des documents, un diplôme qui est donné, on le verra à la fin. Et à l'échéance des 3 années de labellisation, donc l'association peut demander le renouvellement. Alors, pour obtenir le dossier de candidature, il faut envoyer un mail à l'adresse labelenfanceéveil@fscf.asso.fr. Donc, pour l'instant, c'était moi qui étais derrière cette adresse, mais donc d'ici la fin de l'année, ça sera quelqu'un d'autre suite à mon départ en retraite. Là, je vous ai mis le calendrier de cette année, ne sachant pas pour l'instant, en fonction de qui je gérera, que si le calendrier se modifie. Mais pour l'instant, le dossier peut être demandé généralement après le congrès, donc fin novembre. Et il peut être déposé généralement avant le 1er mars pour permettre qu'il y ait l'instruction des dossiers mars, avril, mai, que le jury puisse valider en juin et que l'annonce puisse être faite, les réponses puissent être données au mois de juillet. Alors, les avantages du label. On voit pour certaines associations, ça peut appuyer les demandes de subventions. Au niveau de la municipalité, du département, mais aussi au niveau du PSF, puisqu'on tient compte dans les dossiers du PSF, il y a un label. Un webinaire Un courrier envoyé aux collectivités territoriales, c'est-à-dire que l'association qui est labellisée, sa mairie va recevoir un courrier comme quoi elle a été labellisée. Visibilité privilégiée auprès des adhérents et des partenaires de l'association par un diplôme. Et puis, vous pouvez aussi bénéficier d'outils pédagogiques avec des fiches de séance, des exemples d'actions parents-enfants. Et enfin, vous avez, pour l'instant, il y avait un partenariat avec DIMA qui permettait d'avoir des réductions. Donc là, il est en cours de rediscussion, donc je ne peux pas prévenir l'avenir, mais en espérant que ça puisse se poursuivre et pour que l'association labellisée puisse bénéficier de tarifs préférentiels. Les outils qui sont mis à disposition des comités départementaux, donc une plaquette, découvrez le label Enfance Éveil qui est à disposition, vous pouvez la demander.
Un guide sur la labellisation est disponible. Donc, après chaque congrès, vous avez un petit guide. Vous pouvez l'obtenir à n'importe quel moment pour commencer à travailler dessus. Et puis, vous avez aussi une commission nationale qui est très investie sur le sujet. Voilà, j'ai terminé. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Oui, merci Annie. Donc, si tu peux voilà, récupérer l'écran, on va tous se revoir. Donc, pour le moment, je n'ai pas vu une grande quantité de questions. Vous avez été très sages, très attentifs. Hein. Du coup, là, tellement scotché par la présentation que vous avez perdu la souris en route. Ou alors, c'est l'orage qui vous a statufié, je ne sais pas trop. Vous avez bien vu tous ces 3 temps là, bien distinctifs, hein, l'activité, la formation et puis la possibilité de passer par la voie du label. Je crois que ce qui est important, et si on avait souhaité revenir sur cette commission, c'est dans le premier webinaire où on avait parlé de la labellisation, on avait le sentiment quand même que parfois, la notion du concept d'éveil de l'enfant n'était pas forcément bien comprise ou en tout cas n'avait pas été bien mise en place dans les associations et qu'il était important, parmi toutes les vertus qu'Emmanuel a pu présenter, de veiller à la non-spécialisation précoce, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici. Alors Annie, peut-être que tu peux nous renseigner combien d'associations labellisées à ce jour? Jusqu'à cette année, il y en avait une dizaine. Malheureusement, peut-être le Covid passant par là, il y en a 4 qui auraient dû demander leur renouvellement cette année et qui ne l'ont pas fait. Donc, j'espère qu'ils le feront l'année prochaine. Donc, à ce jour, il n'y a malheureusement que 4 associations labellisées et autant qui ont la reconnaissance éveil. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup. Labellisation... Oui. Pardon, voilà. Vas-y, oui. Je pose la question. Je pense donc, a priori, j'ai bien compris, suite au dernier bureau, il y a une demande de mise en place d'un groupe de travail pour reparler du label. Voilà, il peut y avoir plusieurs portes de sortie. Ça peut être éventuellement labelliser peut-être la section et pas l'association, parce que c'est vrai qu'on est confronté bien souvent dans des grandes associations où elles sont affiliées à plusieurs fédérations et du coup forcément en face avec du baby quelque chose. Donc pour l'instant, ça ferme la porte au label. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un groupe de travail qui va devoir se remettre en place pour savoir, est-ce que ça vaut le coup de maintenir le label et le travail que ça donne pour si peu d'associations qui le demandent? Est-ce qu'il faut éventuellement trouver une modification à la remise de ce label? Je ne sais pas. Voilà, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait un groupe de travail qui se penche dessus, quoi. Ah oui, parce que c'est tout l'équilibre important à trouver entre ne pas freiner l'accès à la labellisation, mais ne pas laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres. Vous l'avez celle-là? Elle est gratuite. Mais voilà, oui Michou, tu la notes s'il te plaît, parce que tu as remarqué qu'il y avait un moment que je n'en avais pas sorti. Faut-il absolument les formations BAF de la FSCF pour avoir la certification ou la labellisation, ou le BAFA, le jeu, les CAP-BP, BEP petite enfance, suffisent-ils? Alors là, il y a des choses à remettre en place, je crois, sur cette forme de questions. Alexandra, c'est pour toi? Non, mais pour la certification, il n'y a pas d'exigence de diplôme, on est bien d'accord, Annie? Si, il faut au moins la F1 pour le label. Non, mais pour la certification, je crois que la question, c'était la certification. Non, pour la certification, oui, non, oui. Voilà. Pour le label, oui, c'est à F1. Minimum. Oui, donc on revient sur les formations BAF de la FSCF. Par contre, ça n'a rien à voir avec le BAFA ou BEP, etc. Mais là, la question portait sur la certification. Alors là, on a une question économique, c'est assez difficile. On pourrait plutôt dire quels sont les tarifs pratiqués, parce que quels tarifs préconisez-vous? Je suppose autant d'organisations associatives, autant de tarifs possibles. S'agit-il d'une personne... Entre le milieu rural et puis un plein centre-ville, c'est complètement différent les tarifs. Ouais. Entre un intervenant bénévole, entre un intervenant salarié, voilà, c'est pas toujours facile de cibler. Il ne faut pas être trop bon marché parce qu'on pourrait penser que ça n'est pas sérieux. Il ne faut pas être trop cher parce qu'on pourrait penser qu'on est inaccessible. Et un des critères de la fédération étant l'accessibilité pour le plus grand nombre, je crois que c'est voilà, c'est un équilibre là aussi à trouver par rapport à son environnement. Moi, j'ai l'habitude. Vas-y. J'ai l'habitude de dire que tout dépend du service que l'on apporte, évidemment.
et qu'il faut penser, quand on fait un tarif, qu'il faut penser à le ramener à un prix pas de journée, un prix de séance. Quand on s'aperçoit que ramener à la séance, ça fait des prix à 3 euros, voilà, Oui, c'est ça. C'est un peu ridicule. Donc, faudrait pas être moins cher qu'une babysitter quand même, quoi. Exactement. Voilà. Ou un babysitter. Et puis après, ben, c'est là où on situe la qualité de son service, quoi. Oui, voilà. Il ne faut pas sous-estimer non plus. Combien d'associations le demandent? Donc, je pense qu'on reparle des labels. Des labels. Alors, je pense que la question, c'est peut-être combien d'associations ne l'ont pas? Parce qu'on t'a demandé, Annie, combien l'avait eu, combien le demandent. Est-ce que c'est pour faire ce delta entre il y a eu beaucoup de candidats mais peu d'élus? C'est peut-être ça qu'on veut mettre en lumière. Si je prends cette année, en sachant que c'est une année un peu particulière à cause de la crise sanitaire, beaucoup ne se sont pas mis dans le dossier, mais cette année, il y a eu 6 demandes de dossiers. Il n'y en a que 3 qui l'ont déposé finalement, et un qui a été labellisé et 2 qui ont eu la certification, la reconnaissance éveil pour cette année. Mais les années précédentes, il y en avait un plus quand même. Mais cette année, bon, c'est un peu une année particulière. Habituellement, il y en a une douzaine, mais il n'y en a pas une douzaine qui déposent le dossier. Non, ouais. Oh, il y a eu une année où il y a eu plus de 30 demandes, mais il n'y avait que 12 dossiers de déposés après. Voilà, il y en a qui le demandent aussi pour le préparer pour et la mise en œuvre. Voilà. Ouais. Puis il y en a qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Donc voilà, c'est tout ça qu'on fait. Alors, Madame Martine Briand, comment allez-vous? Je viens d'ouvrir une section éveil avec l'aide du comité 44. Nous avons mis bébé pour les 2-3 ans et éveil pour les 4-5 ans. Mais si j'ai bien compris, mais oui, Martine, tu as bien compris, ce n'est qu'une section éveil avec des horaires selon l'âge. Tout ça s'appelle pareil, chers amis. C'est ça, oui. D'accord. Ok, on va changer alors. On enlève Bibi. Les bébés, c'est à moins de 2 ans. D'accord. Ok. Voilà. Ah oui, on a quand même cette appellation qui peut être déposée. Voilà. Mais par contre, voilà, ça fait des séances par tranche d'âge. Donc, c'est effectivement ce qui est préconisé. D'accord. C'est ce qu'on fait. Tout à fait. Okay. D'accord. Bon, alors, le label fait des émules. Pouvez-vous nous donner des exemples de critères de labellisation? Genre, qu'est-ce qu'il faut pour être élu? Et tu l'as déjà donné dans ta présentation, Annie, je pense. Oui, non, après, ceux qui sont vraiment intéressés, qui n'ont pas les éléments, ils peuvent, sur l'adresse Label Enfance Éveil, ils demandent et je leur envoie le guide. Donc, ils auront tous les critères dedans. Il y a de la formation, il faut envoyer sa programmation annuelle, il faut envoyer des exemples de 3 fiches de séance. Voilà, il y a il y a les créneaux d'âge. Voilà. Mais ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez une demande sur l'adresse Label Enfance Éveil et je vous enverrai le guide de cette année. Ça vous donnera les éléments, le détail des critères. Qui sont certainement déjà existants sur le site, mais des fois, c'est plus rapide de les avoir autrement. Et je rappelle que notre échange de ce soir, pour ceux qui sont là depuis un moment, on va le retrouver sous le bandeau. Webinaire. Le bandeau. Non. On ne va pas y arriver, les amis. On a dit bandeau bleu, communication, webinaire. Et là, vous avez tous les enregistrements depuis fin mars. Ah, il y en a qui disent oui. Ben oui, mais il a encore fallu que je le dise. Tous les enregistrements depuis fin mars, et notamment d'ici 24 heures ou 48 heures, dès que Victor arrive demain matin, hop, vous retrouverez l'ensemble de ces présentations, les documents en support, les adresses qui pourraient vous manquer, et puis les liens qui renvoient, parce qu'en général, c'est sur le site, mais on sait que des fois, ce n'est pas facile à trouver. Donc là, ça va vous permettre de renaviguer en étant plus à l'aise sur le site. Alors, le label, il faut absolument une formation FSCF malgré les diplômes. Je crois que quelqu'un a déjà répondu, oui. Oui, la F1, voilà. Minimum. Minimum à F1. Voilà. Bon, alors attention, là, on passe dans la partie des choux. Alors, j'ai des idées d'une cotisation à 130 €. À côté, c'est 129. La frate de Bourgoin est à environ 100 par an encadrant salariés et a été labellisée une fois. J'ai une autre participation, 95 €, pas d'augmentation depuis ces 2 dernières années.
compliqué, bah oui, malgré la mise en place de séances visio, séances extérieures qui a très bien fonctionné. Je voudrais juste rajouter, si c'est évidemment, là aussi, les critères sont totalement différents d'un territoire à l'autre. Tout dépend si on est sur une association multi-activité qui a un corps associatif et une résistance, je vais dire, comptable solide. Tout dépend si ce sont des activités qui sont subventionnées par la municipalité. C'est à partir de là qu'on fait son tarif de cotisation. Il y a des villes dans lesquelles il y a une participation aux associations qui peut aller de l'ordre de 50% du budget de l'association qui peut être accompagné. Oui, ça fait rêver dans des communes. Et puis, il y en a d'autres, c'est 10. Donc, forcément, le prix des activités vient aussi des aides qu'on peut mettre pour faciliter l'accès. Mais vous l'aviez deviné. Beaucoup de familles sont désorientées dès que leur enfant atteint l'âge de 6 ans. Y a-t-il une réflexion sur le rayonnement du concept de l'éveil pour de la multi-activité après 6 ans? Mais oui, Sylvain, bien sûr que oui. D'ailleurs, on en a déjà discuté tous les deux, je crois. L'idée de la fédération, c'est aussi de proposer la poursuite de ce concept, tellement qu'on sait qu'il est bien et tellement qu'on sait qu'il est bon. C'est pas très français, mais à cette heure-là, je vous la passe quand même. Parce que si on peut permettre à des enfants de pratiquer comme ça des choses différentes, d'avoir des apprentissages sans se focaliser sur une activité qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire et que papa voulait absolument qu'ils fassent du foot ou maman autre chose, mais surtout papa, bah du coup, on peut retarder et on peut travailler. Et je crois que la commission sera tout à fait dans cet esprit. Et nous aussi, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne retarderait pas la possibilité de choisir forcément à 6 ans, parce que tout enfant n'est pas forcément disposé à aller vers une activité précise, a peut-être encore envie d'aller sur des choses différentes, moins fermées en fait. Ces présentations en différé sont très bien. Je vous remercie de le mentionner. Complément pour la FRAT, l'asso est propriétaire de ses locaux, pas de mise à dispo par la commune. Oui, c'est sûr que ça ne fait pas gagner des sous non plus, mais voilà. Des modèles différents un peu partout. Alors, dans les Pays de Loire, il y a le concept l'île au sport pour les plus de 6 ans. Voilà, donc comme quoi d'un territoire à l'autre, plus un accompagnement par le CD44. Donc là, il y a des CD qui sont connectés qui vont se dire « Oh là là, on va nous demander des sous ». Nous, on ne dit rien, on reporte simplement. Est-ce qu'il y a des dates de prévues pour les formations, s'il vous plaît? Alors, Alexandra, peut-être reprendre… Oui. Il y a des dates de prévues, il y en a pas mal d'ailleurs. Il y a beaucoup d'AF1, beaucoup d'AF2. À la Toussaint, il va y en avoir et en février aussi. Mais je pense que ça va être sur le site début de cet été. Mais oui, il y en aura. Oui, c'est en cours de validation hein, au siège. Oui, c'est ça, exactement. En cours de validation au siège. En train de préparer la brochure de formation où il y aura tous les calendriers disponibles qui nous ont été transmis par les régions, toute activité confondue, y compris évidemment tout le programme de l'éveil. Et s'ils s'inscrivaient après cette date, parce que c'est toujours pareil, on donne une date, il arrive des trucs après, c'est normal, sinon on s'ennuierait, eh bien vous en seriez informés, bien évidemment, par des moyens, soit par les réseaux, soit par le site, soit par l'infolette. Évidemment, on communique le plus largement possible sur les projets qui peuvent s'inscrire, parce qu'il est possible qu'une formation dans une région soit à une date qui corresponde à la disponibilité d'une personne d'une autre région. Et auquel cas, ça peut venir compléter une session ou ça peut rendre service en matière de calendrier ou en matière de format, etc. Donc voilà, plus on communique, plus on a les possibilités de répondre à un certain nombre de demandes et de bien accompagner le développement de l'activité. Il est bien évident que tout ce travail qui a été fait, Alexandra l'a bien expliqué, sur la formation, le point fort, c'est déjà pour bien mentionner, comme disait Emmanuel avant qu'on ouvre la séance, on ne vient pas là que pour jouer et attendre que ça se termine, mais on vient aussi à acquérir des apprentissages. Et pour ça, il faut des gens qui soient formés pour pouvoir orienter et diriger une séance. Voilà, 21h01, on a débordé. Bon, ben, je le mettrai sur mon contrat. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Et je vous le rappelle, vous retrouverez des adresses de communication possibles sous webinaire. Je remonte communication bandeau bleu, je vous la fais à l'envers cette fois. Et n'hésitez pas à interpeller les personnes qui se sont adressées à vous ce soir, qui connaissent très bien les activités et qui ont pour seul projet de développer le plus possible ce concept chez nous qui est né à la fédération et qu'on espère bien prolonger le plus longtemps possible. Alors peut-être qu'après on fera de l'éveil aux seniors. Enfin non, c'est pas au programme ça encore? Non. Non, j'ai dévoilé un truc là, Emmanuel. Non, bon. Si on a fait le tour des questions,
Vous vous rappelez que vous avez un FSCF en fait à préparer. Hein. N'oubliez pas d'envoyer vos affiches avec tout ce que vous avez pu décliner comme programme, que ce soit un pique-nique maison qui aille jusqu'à une grande kermesse, un feu d'artifice, enfin, je ne sais rien. Maintenant qu'on est démasqué et qu'on est découvre-feu lisé, eh bien, tout est permis. On va pouvoir passer des nuits formidables sous l'égide de la FSCF. C'est bientôt, hein, vous avez noté la date. Mais on a encore un jeudi pour se retrouver. Jeudi prochain, les dispositifs de la rentrée. Ah oui. Le pass sport, hein, voilà, qui vous sera présenté en long, en large et en travers. Vous ne pourrez plus rien ignorer de ce dispositif au service des familles. Le pass culture, la carte passerelle. Et puis, on se refera une petite... alors, j'ose pas dire une piqûre de rappel parce que c'est osé, quoi. Mais on se remettra en mémoire les nouvelles dispositions du certificat médical. Voilà. Plus j'en sais, plus j'en sais. D'accord? Et on aura notre dernier séminaire de fin de saison. Et là, j'ai pris les noms. Je compte bien vous en retrouver, présentés par la commission Histoire et Patrimoine. Et là, on ne me dit pas que ce soir-là, on a Aquaponel. Je compte sur vous. D'accord? Ça sera le dernier. Ça serait quand même dommage de se quitter comme ça. Merci à tous, en tout cas. Merci à nos présentateurs. Bonne soirée